Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors, au programme aujourd'hui, une mini COP21 organisée par des collégiens du pays de Morlaix. Une sensibilisation au dépistage à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. Le groupe Le Sein qui va s'implanter à Guipavas. Et puis focus sur le Front de gauche, c'est l'un des partis en lice pour les élections régionales. Et puis l'hiver qui arrive et la Fondation Abbé Pierre qui tire comme chaque année la sonnette d'alarme concernant les habitats indignes qui concerne 78 000 logements en Bretagne. Stéphane Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. À vos côtés, Régine Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Votre association tend à aider les 200 000 ménages bretons vulnérables sur le plan énergétique. Alors on parle de ça ensemble tout à l'heure, entre eux bien sûr. Et puis comme chaque mardi, on met un coup de projecteur sur un projet breton intéressant. Et c'est l'instant coup de pouce aujourd'hui, c'est Benoît Grémard. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez nous parler de votre court-métrage très mystérieux. Ça parle de la base sous-marine de l'île Longue. On a hâte d'en savoir plus tout à l'heure. Ce sera en fin d'émission. Et puis tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 1er décembre. Tandis que les dirigeants du monde entier sont à Paris pour la conférence sur le climat, à Morlaix, une mini COP21 se déroulait ce mardi avec le même objectif, limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici 2100. On regarde le reportage de Margot Durand. Le Brésil, l'Union européenne, le Japon ou encore l'Inde. Sous la forme d'un jeu de rôle, 50 collégiens de Morlaix, Garlesquin ou Plougasnou représentaient des États. Réunis dans l'hémicycle de la CCI de Morlaix, ils débattaient des enjeux climatiques et surtout des engagements de chaque nation à limiter les gaz à effet de serre. On a discuté avec le Brésil pour leur donner des taxes qu'on récupérera en augmentant le prix de l'essence, le prix du pétrole aussi. Soutenus par leurs professeurs d'histoire, géographie et de physique-chimie depuis septembre, les enfants ont balayé le thème du réchauffement climatique. Les enseignants s'estiment très satisfaits de leur application. Au départ, ils étaient un petit peu crispés, on voyait, mais après, ils sont vraiment pris au jeu. Ils sont rentrés dans la peau de leur personnage et c'est vraiment bien. On a l'impression d'être une vraie COP, avec vraiment des pays qui ne voulaient pas bouger, d'autres au contraire s'engageaient beaucoup. 4 lycéens animaient le débat entre les délégations. Un rôle d'autant plus important qu'ils s'investissent au quotidien dans la préservation de la planète. Stéphane et moi, on est tous les deux éco-délégués au lycée Notre-Dame-du-Mur. Donc peut-être qu'on va apporter justement des idées et pour justement réduire peut-être la consommation d'énergie dans les lycées. Pour certains de ces écologistes en herbe, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Ils ont encore plein d'idées à l'échelle locale. Faciliter le transport en commun, développer plus de voitures hybrides ou électriques, les rendre moins chères pour inciter les gens à en acheter. Et pour les petits trajets, préférer la marche à pied ou le vélo. Bilan positif pour cette COP21 miniature, même si l'objectif n'est pas complètement atteint. L'accord final se limite à 2,1 degrés au lieu des 2 espérés. La Chine, bien que consciente de ses responsabilités, n'a pas souhaité s'aligner à la hauteur de ses homologues européens et américains. Et ce mardi, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 3200 personnes sont atteintes du VIH en Bretagne. En France, on estime à 30 000 le nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Les tests pour se faire dépister sont donc très importants et aujourd'hui, ils sont en plus très faciles d'accès, comme l'ont constaté Camille Pochet et Julie Sicot à Brest. Depuis un an sur Brest, les contaminations par le virus du sida augmentent. C'est la journée mondiale du sida aujourd'hui. Du coup, on défend la... Dans les rues de la ville, ces futures infirmières sensibilisent la population. Je pense que je vais y aller dans la journée histoire d'être sûr. Par exemple, nous, on est en couple et on fait souvent du dépistage. Et je trouve que en parler un peu à tout le monde, c'est rassurant, il faut le faire, tout simplement. Distribution de préservatifs et horaire des centres de dépistage, la prévention reste toujours nécessaire. On essaye d'aller voir vraiment toute population pour essayer de sensibiliser tout le monde. Les hommes homosexuels et les femmes hétérosexuelles restent les personnes les plus touchées dans le département. Le meilleur moyen pour éviter les contaminations reste le dépistage. Dans ce centre mobile, les infirmières reçoivent les patients. D'abord un entretien, puis le test. Pour ce trentenaire, ce sera une prise de sang. Il aura les résultats dans quelques jours. C'est simple en fait, en
on discute, on parle de notre vie un peu sexuelle, un peu des choses de la vie. Et après, on nous met à l'aise et puis ça va, tout va bien. Se faire dépister est devenu très facile. Plusieurs solutions existent. La prise de sang, bien sûr, mais aussi le test rapide. En 1 minute, le résultat apparaît. Et depuis mi-septembre, l'autotest disponible en pharmacie. Je pense qu'effectivement, il faut offrir un grand panel de possibilités de faire des tests pour que chacun puisse y trouver son compte, pour que chacun puisse trouver le test qui convienne vraiment à sa personnalité et à ce qu'il vit. Malgré ces méthodes plus simples, la contamination progresse. Dans le Finistère, 899 patients sont atteints du VIH. Il y a encore 4 ans, ils étaient 100 de moins. Heureusement, les gens ne meurent plus du sida à l'heure actuelle, donc automatiquement on accumule en fait les nouveaux contaminés, les nouveaux dépistés, ce qui augmente les cohortes. Le sida reste une maladie toujours très taboue et stigmatisante, mais la médecine fait des progrès. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donné la semaine dernière l'autorisation de mise sur le marché du Truvada, un médicament préventif. Ok, merci. Bonne journée. 15 500 mètres carrés, c'est la surface du futur site du groupe Le Saint. Actuellement installé à Bourg-Blanc, il sera implanté à Guipavas en 2017. Un outil performant nécessaire au développement du groupe familial et ses 160 salariés. On regarde le reportage de Christophe Boucher. Une nouvelle page se tourne dans le groupe Le Saint. À l'étroit sur son site historique de Bourg-Blanc, l'entreprise familiale va dès le premier semestre 2017 sur plus de 15 000 mètres carrés de locaux intégrer son futur siège social et sa plateforme logistique. Un projet ambitieux à l'image de l'investissement du groupe dans le sport et notamment dans le handball avec l'équipe Fagnon du BBH. En fait, avec le hand, d'être rentré dans l'aréna, on est rentré dans une nouvelle dimension qui a permis au club vraiment aussi de se développer et d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc à un moment, le côté structurant de la partie bâtiment contribue, je dirais, au développement de l'entreprise. À l'image de la scie à Plouvien, l'entreprise Le Saint quitte son berceau natal et prend la direction de Guipavas. Plus de 7 hectares de terrain au carrefour des grands axes routiers aux portes de la métropole brestoise. Idéal parce que quelque part, il répond en termes de surface aux besoins qu'on inscrit pour l'avenir. Idéal parce qu'il a de la visibilité alors qu'à Bourg-Blanc on était caché. Idéal parce que il est à 9-10 km du siège et la distance est supportable. Avec ses 380 mètres de façade le long de la RN12, le nouveau site s'offre une belle vitrine, un outil qui permettra de mieux faire connaître le groupe et ses multiples activités. Car le groupe Le Saint aujourd'hui, c'est 21 filiales en France, 1200 salariés et plus de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires, et pas uniquement sur les fruits et légumes. Il y a beaucoup de gens qui savent pas encore qu'on fait de la marée, et pourtant la marée ça pèse plus de 30 millions d'euros aujourd'hui dans le réseau. Donc c'est vrai que cette implantation va nous faire un peu de notoriété. Une notoriété sur laquelle le groupe compte bien surfer pour développer ses activités et rentabiliser le nouveau site et ses 12 millions d'euros d'investissement. Après les produits frais en 2014, le groupe Le Saint s'est diversifié avec la distribution de volailles en 2015 et d'autres pistes sont déjà évoquées. Mais la place n'est dorénavant plus un problème pour les frères Le Saint. Et comme chaque jour dans l'instant T, on vous présente l'un des partis en lice pour les élections régionales. Ce mardi, focus sur le front de gauche, dont la liste finistérienne est menée par Catherine Boudigou. Comme à chaque tête de liste finistérienne, nous lui avons posé 4 questions concernant les transports, les énergies renouvelables et l'économie. On écoute ses réponses au micro de Frédéric Lorenzon. Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la Pointe bretonne ? Bien entendu, cela va favoriser cet axe et à travers lui l'hypothétique projet de Notre-Dame-des-Landes que dans cette partie de la Bretagne, nous ne souhaitons pas voir se développer, surtout pas en l'état, et puis tout ça au détriment du plus grand nombre pour les gens pressés de gagner 10 minutes entre Brest et Paris. Donc pour nous, c'est un très mauvais choix. Il est à l'opposé du choix d'un remaillage correct de l'ensemble des territoires bretons par des petites lignes, le renforcement des transports par de petits cars, et donc pour nous, c'est vraiment le mauvais choix. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne ?
Si on était vraiment aussi utopiste qu'on voudrait l'être, on dirait, eh bien, supprimons toutes les énergies polluantes. On souhaite bien sûr voir se développer les éoliennes, qui pour moi ne sont pas du tout un problème dans le paysage, dans une région où on avait l'habitude de voir des moulins. Bien entendu, on souhaite soutenir aussi toutes les recherches sur les énergies marines, dont nous parlerons très prochainement à Brest. Et puis le solaire, parce que vous voyez, en Bretagne, il fait toujours beau, ou presque. Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale ? Eh bien, il nous semble que nous avons une grande richesse en Bretagne qui est à la fois l'agroalimentaire, la pêche, et c'est un peu le jardin de la France. Et il nous semble que c'est ce secteur-là qu'il faut soutenir, mais dans une politique de qualité d'une part et dans une politique de proximité d'autre part. Donc pour nous, c'est bien entendu cette activité-là qu'on privilégiera. La région est l'endroit parfait pour financer une agriculture biologique le plus possible, la réduction de l'utilisation des pesticides. Nous allons y revenir et développer une pêche qui soit respectueuse de la ressource. Ici, nous voyons tous les jours entrer des bateaux, des petits bateaux qui vont sur des filières sélectives et non pas sur des grandes pêches destructrices comme on connaît ailleurs. Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez ? La même que j'aurais prise si j'avais été élu député, à savoir que je programmerai un grand plan d'évaluation de l'état sanitaire de la population agricole et des gens qui vivent en milieu rural. Et j'en déduirai qu'il faut bien entendu réduire drastiquement l'utilisation des pesticides qui sont un outil de maladie et de mort dans notre région. Voilà, et rappelons que le Front de gauche est l'un des 11 partis présents lors des élections régionales qui se tiendront les 6 et 13 décembre prochains. Habitat vétuste, insalubre, dangereux, les locataires de logements indignes peuvent agir face à leurs propriétaires et nos invités peuvent les y aider. Régine Martin, vous êtes donc directrice de la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Stéphane Martin, vous êtes le directeur régional Bretagne de la Fondation Abbé Pierre. Vos deux organismes sont partenaires pour aider ceux qui vivent dans un logement indigne. On parle de 78 000 habitats indignes recensés en Bretagne. Stéphane, c'est quoi un habitat indigne ? Eh bien, un habitat indigne, c'est un habitat qui va créer un problème de santé par rapport à ses occupants. Donc voilà, c'est un habitat qui va entraîner des bronchites, des problèmes d'asthme ou même des problèmes graves au niveau du plomb, ou de l'amiante. Parce que comment on le repère à vue d'œil ? Le papier peint est décollé, la peinture fait des cloques, il y a de l'humidité. Alors, c'est effectivement en fait un repérage qui peut être fait par l'occupant, qui peut effectivement se rendre compte qu'au fil des mois, l'humidité est plus importante, qu'il a des problèmes respiratoires. Et il doit aller en tout cas voir une association où il peut aller voir en fait son maire et dire voilà, je sens que mon logement peut être non décent ou indigne. Et donc les élus ou les travailleurs sociaux peuvent les amener vers les pôles habitat indigne qui peuvent effectivement diligenter des expertises ou des enquêtes et ensuite aller un petit peu plus loin dans la question de la réalisation des travaux. On doit faire des travaux. Ou si les travaux ne sont pas réalisables, comment amener ce ménage à être relogé en lien avec des services sociaux et différentes aides. Alors vous, Régine, vous parlez de 200 000 ménages bretons qui sont vulnérables sur le plan énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être vulnérable sur le plan énergétique ? Je vais peut-être te laisser compléter. Vulnérable sur le plan énergétique, ça veut dire que voilà, c'est une qualité d'isolation thermique qui est déficiente. Enfin, c'est tout ce qui peut contribuer à mal isolé. Mauvaise isolation, ça peut être tout ce qui est lié à tout ça du coup lié à la consommation d'énergie. Voilà, c'est pas le seul facteur en fait c'est une des entrées, la précarité énergétique, mais comme ça a été évoqué juste avant, c'est pas la seule entrée effectivement. Les fuites d'eau, des logements sans fenêtres, des pièces trop petites. En fait, la liste est longue. Les caractérisations d'un logement non décent, indigne, du coup, sont délimitées aussi par les textes. Donc, du coup, il y a des références pour caractériser un logement. Alors, on va voir un exemple, on va continuer à en parler. On va voir un exemple avec Sabrina. C'est une jeune femme qui a vécu 1 an dans un appartement, dans un logement indigne à Lannilis. Frédéric Lorenzon a recueilli son témoignage. Écoutez-le. J'ai emménagé au 1er septembre. Je l'avais évidemment visité mi-août. C'était très bien, très propre.
Et arrivé fin septembre, début octobre, arrivé à période d'hiver, c'est là que les moisissures ont commencé à apparaître sur les murs de la salle de bain. Qu'est-ce qu'a dit votre propriétaire Alors au début, c'était moi qui n'aérais pas la maison, qui n'était pas propre dans ma vie de tous les jours. Il a fallu que je fasse appel à un organisme pour qu'il puisse enfin intervenir. Donc tous les matins, je toussais. Tous les soirs, je toussais. Puis tellement d'humidité qu'il faisait froid dans le logement, très très froid. Il y avait pas loin de entre 250 et 300 euros de facture d'EDF. Très difficile de faire valoir mes droits et de remettre les choses en état telles quelles et de se faire entendre en tant que femme aussi. Si je fais ce témoignage-là aujourd'hui, c'est pour donner la force aux gens de continuer à se battre et ne pas se laisser faire et se dire on a des droits, c'est notre santé et il faut y aller. Alors maintenant, je suis dans un beau T2, tout neuf, tout propre, avec aucun problème d'insalubrité, de moisissure, où je respire enfin de nouveau. Et voilà, je suis mieux. Voilà, Sabrina a donc été aidée par l'association de consommateurs CLCV. Aujourd'hui, elle est relogée dans un logement HLM de Brest. C'est une des associations sur lesquelles on s'appuie pour aller chercher les gens qui en ont besoin. Comment ça se passe en fait pour faire bouger les choses, Stéphane, peut-être? Déjà, dans un premier temps, il faut que le locataire, et on le voit, qu'il ait envie de faire la démarche. Il y a beaucoup de locataires qui se disent voilà, je suis un peu gêné, j'ai du mal à payer mon loyer, j'ai du mal à payer les charges et qui ont toujours des difficultés à faire une simple lettre à son propriétaire pour lui demander de faire des travaux. Donc déjà, se rendre compte qu'on a des droits, et c'est ce que dit la personne, ça c'est intéressant. Après, il faut passer un second cap, soit on arrive tout seul à faire une lettre recommandée à son propriétaire, soit on se fait aider avec un travailleur social ou avec une association. Et ensuite, voilà, le grand intérêt, c'est qu'il y ait une visite du logement. Une visite pour diagnostiquer réellement. Voilà. Et c'est une visite qui peut être faite par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ou qui peut être faite aussi par une agglomération qui a mis en place des outils pour lutter contre l'habitat indigne. Alors on peut citer d'ailleurs à ce propos que Brest et Quimper ont des commissions, les deux villes finistériennes, pour lutter contre l'habitat indigne. Certains donc ne viennent pas spontanément vers vous. Vous parliez, Régine, de personnes que vous détectez lors d'entretiens. Expliquez-nous un petit peu comment on peut les détecter, ces personnes qui vivent en habitat indigne. Alors là, c'est vraiment, c'est pas, là pour le coup, c'est pas la maison de la consommation de l'environnement, c'est vraiment le travail des associations à qui nous on propose du coup les locaux pour accueillir les permanences et qui reçoivent du coup quotidiennement des personnes pour toutes sortes de litiges. Et c'est vrai que certaines peuvent venir consulter pour une facture d'énergie qui est trop élevée, pour une question comme Sabrina avec ses 300 euros mensuels. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça peut être des alertes pour les bénévoles des associations de consommateurs qui les reçoivent en se disant d'où vient effectivement le problème. Est-ce que c'est peut-être plus grave que finalement une porte d'entrée finalement vers un problème plus global d'indécence du logement. Est-ce que les locataires craignent parfois d'être à la rue s'ils se battent contre leurs propriétaires? C'est une des inquiétudes? C'est pas une inquiétude, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Dès qu'ils enclenchent une... Ça arrive, c'est-à-dire que vous avez des locataires qui sont aussi avec des impayés de loyer. Et voilà, si le propriétaire leur dit, si effectivement vous me faites une lettre recommandée, si vous allez voir un avocat ou si vous allez plus loin, on peut vous mettre dehors. Donc il y a une vraie crainte. Mais il faut toujours rassurer aussi les locataires sur leurs droits. Il y a les droits qui existent. Après, il y a des grandes difficultés. Ce qu'on le voit aujourd'hui, c'est d'amener ces locataires qui sont accompagnés par des associations jusque devant le juge. Et qu'est-ce qui risque le bailleur, le propriétaire qui loue un habitat indigne? Alors, sur le plan civil, il risque qu'on l'oblige à faire des travaux. Voilà, c'est extrêmement rare. On peut aussi le condamner à des dommages et intérêts pour avoir fait vivre son locataire dans une situation inconfortable ou indécente. Et dans les atteintes les plus graves à la dignité humaine, il peut y avoir un recours au juge pénal. Donc une condamnation devant le juge correctionnel avec une astreinte. Donc ça peut aller très loin. Pour des propriétaires qui sont plutôt des marchands de sommeil, on est plus là-dessus. La plupart des affaires qu'on peut voir à l'échelle de la Bretagne aujourd'hui, c'est plutôt des propriétaires qui sont eux-mêmes en difficulté sociale.
Et dans ces cas-là, ils peuvent avoir, eux, des aides, ces propriétaires, parce que les propriétaires ont parfois, du mal à financer des travaux sur leurs biens. Oui. Il y a des aides qui existent. Il y a des aides qui existent, mais pour qu'on puisse mobiliser des aides, il faut d'abord résoudre ce conflit entre un locataire qui veut partir, mais le propriétaire ne le laisse pas partir. Une fois qu'on a réglé ce conflit locatif, on peut aller vers différentes aides. Et effectivement, ces aides permettent au propriétaire de faire des travaux et de remettre son logement aux normes de décence. Juste un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps avant de se quitter. Le profil de ces personnes qui vivent dans des logements indignes, ils ont souvent un emploi. C'est des personnes qui travaillent. D'ailleurs, la campagne d'hiver de l'abbé Pierre le montre bien. C'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent se retrouver dans un logement indigne. Alors c'est vrai que vous avez raison, à une époque on voyait surtout des gens en secteur rural, dans des logements sans confort, même je dirais sans eau chaude. Aujourd'hui, à l'échelle des agglomérations, on voit ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, des gens qui n'ont pas les capacités financières de pouvoir assumer en fait un loyer relativement cher, qui se contentent aussi effectivement d'un logement avec un niveau de performance thermique extrêmement faible. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à se chauffer, ils n'arrivent plus donc à payer les loyers, et ça entraîne toute une série de complications, d'où une complication aussi au niveau de la santé. Merci beaucoup à tous les deux pour ces informations. Et tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Benoît Grémard, vous avez un projet de court-métrage d'angoisse dont le scénario se déroule dans la base sous-marine de l'île Longue. J'ai un petit peu résumé, mais est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de votre film? Alors le pitch, c'est une jeune lieutenant qui est envoyée par le ministre de la Défense inspecter la base désaffectée de l'île Longue. Et là-dedans, elle va y trouver justement un secret. Et ce secret, ça va être justement la base de ce court-métrage. Alors on va regarder la petite bande-annonce. Voilà, donc très angoissant, hein, on sent tout de suite l'ambiance. On a reconnu plusieurs lieux de Bretagne, c'est un tournage régional. Oui, on a essayé de tourner dans un maximum de départements de la Bretagne, donc à savoir le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et aussi une excursion en Loire-Atlantique. Alors on a reconnu le lac de Guerlédan dont vous avez profité de faire des images pendant qu'il était à sec. Vous en êtes où du projet? Donc le scénario là est bien ficelé, vous avez pu déjà faire quelques vues? Oui, on a effectué tous les repérages, on a même demandé les autorisations de tournage aux principaux organismes comme Lorient Agglomération ou la mairie de Saint-Nazaire. Et là, on en est finalement à quelques semaines du tournage qui va débuter à Noël, donc 3 jours avant et 3 jours après Noël. On est sur la dernière ligne droite et pour cela justement on met les bouchées doubles pour que tout soit prêt au temps imparti. Alors c'est combien êtes-vous à travailler sur ce projet? Alors je fais partie d'une association de cinéma du Pays de Vannes qui s'appelle les Éditions Bengrem. On est une trentaine, mais sur ce projet, on est donc une partie de l'équipe, à savoir une dizaine, comptez acteurs et équipe technique. C'est votre premier film, Benoît? Non, c'est mon 3e. D'accord. Alors il vous manquait 600 € pour boucler le budget et grâce à la plateforme de financement participatif Ulule, vous avez déjà récolté 379 €. On encourage les téléspectateurs à continuer. Parmi les contreparties proposées, un rôle maquillé dans le film. Vous allez avoir besoin de figurants. Comment ça se passe? Il y a combien d'acteurs? Oui, en tout, il y a 2 acteurs principaux et 8 figurants. Donc là, on en a dans l'association 4. Donc il nous reste le reste de figurants à trouver d'ici au tournage. Alors, le tournage a lieu autour de Noël. Vous l'avez précisé. Quand est-ce qu'il sera de sortie? Alors, on va enchaîner une post-production entre janvier et février et le film pourra sortir au mois de mars et faire le tour des festivals de Bretagne. Très bien. Alors, à quoi vont servir les 600 € recueillis sur Ulule? Entre autres, notamment louer beaucoup de lumière. On va avoir beaucoup de lumière. Louer un groupe électrogène. On a 9 personnes à maquiller aussi. Et donc, c'est essentiellement des frais de fonctionnement. Dans le sens où l'équipe est bénévole. Les lieux de tournage sont mis à disposition gratuitement. Donc, c'est vraiment le côté technique pour pouvoir faire une œuvre aboutie et maîtrisée. Alors, ça s'appelle Chronique de l'île Longue. On se doute bien que vous n'allez pas tourner sur
sur les longues, exactement. Vous avez dû quand même demander une sorte d'autorisation ou prévenir que vous alliez... vous avez un film qui s'appelle comme ça, je sais pas, dans ces sites classés secrets défense ou pas? C'est un site qui est, oui, classé secret, donc on savait que l'autorisation nous serait complètement refusée. Donc on a utilisé finalement les bases sous-marines de Bretagne qui sont désaffectées mais qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Qui ressemble comme décor. On a hâte de le voir abouti, ce film, en tous les cas. Merci beaucoup, Merci. Benoît. Merci beaucoup Stéphane et Régine d'être venus aussi dans l'Instant T. Est-ce que j'ai rappelé Ulule, ulule.com/il-long, voilà, pour financer le film. Donc merci, nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.